DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parcours sur A News Workwell, l'émission des plus belles trajectoires de l'environnement de travail et de l'immobilier d'entreprise. Et sur mon canapé aujourd'hui, le Head of Hospitality de IREAS, gestionnaire du quotidien d'un parc immobilier professionnel, Karim Ben Sabri. Bonjour. Bonjour Alexandre. Merci Karim d'être sur ce divan, ce fameux divan maintenant. On y est. J'aime bien débuter l'émission en essayant de savoir où sont nés mes invités et surtout où ils ont grandi. Alors Alexandre, je suis né à Lagny-sur-Marne, Ouais, en Seine-et-Marne, ouais. et j'ai grandi dans un logement social, chaleureux, en famille, sur un écosystème de la diversité, En Seine-et-Marne. en Seine-et-Marne. D'accord. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Alors ma mère elle s'occupait de ses enfants, Ouais, principalement, et beau mon job. papa était chauffeur de taxi. Très bien. Est-ce que vous aviez un rêve en tant qu'enfant déjà en termes de métier? Mon premier rêve, ça a été pilote de Formule 1, et Ouais. rapidement on m'a dit que ce n'était pas un métier. Et du coup, je me suis rabattu sur un vétérinaire, puisque j'aime toujours autant les animaux. Et alors, pourquoi ni l'un ni l'autre? Alors, le premier, on vous dit que c'est pas un métier, et pourtant, on a eu des grands champions, entre autres Alain Prost, qui en ont fait un métier et qui ont fait des fortunes. Et vétérinaire, pourquoi pas avoir été jusqu'au bout? Pas commencé non plus. Au bout du rêve. Ça s'arrête à la passion pour les animaux, mais effectivement, très, très jeune, je m'étais passionné assez rapidement sur l'informatique. J'ai toujours été un très grand passionné de ces nouvelles technologies. Ouais, J'ai eu les premiers PC de ma génération, j'étais en 90. ouais. Donc les premiers Windows XP, où j'ai commencé à coder, à développer Ah oui. des petits programmes, parfois des petits virus pour faire des petites blagues aux professeurs ou Ah, c'est chouette. aux camarades de classe. Ouais. Jusqu'à former des gens, utiliser le pack office, où j'ai gagné ma vie. J'ai commencé à gagner ma vie comme ça quand j'étais très très jeune. Hein. Ok. On me payait à la pièce pour ça. Très très jeune, c'est quel âge? 13 ans. Ah ouais. Donc j'ai commencé à bosser Petit génie de l'informatique. officieusement à 13 ans, à réparer des PC, former des gens sur l'usage d'un PC. Alors, vous vous orientez vers quelles études finalement? J'ai eu un parcours assez atypique, Ouais, puisque j'ai eu on va dire, une carrière scolaire assez médiocre. ouais. J'aimais pas ça. Ok. Euh, Qui n'est pas fait pour l'école. Je n'étais pas fait pour l'école, je n'étais pas fait pour les grandes études. Je suis parti un moment dans mes premières années universitaires à l'étranger, pour Ouais. tester un petit peu l'étranger. Moi qui y suis resté très longtemps dans ma banlieue. Ouais. Vous êtes parti où? Je suis parti au Québec. Ouais. Je suis parti au Québec, à Sainte-Foy. J'ai découvert le monde, les Québécois, le Canada, la vie, Ouais. l'ouverture d'esprit. J'ai dit waouh, La chaleur. du incroyable. Et Québécois. la chaleur du Québec, absolument, la chaleur humaine du Ouais. Québec. Et j'ai trouvé ça incroyable. Donc ça m'a ouvert un petit peu mes chakras. Et je pense qu'on a tous besoin de voyager, d'ouvrir nos chakras, de toucher des choses où on n'a pas l'habitude d'aller. C'est important, on n'a qu'une vie. Et j'ai découvert des métiers. Je suis rentré en stage c'était Arto-Récupération, qui faisait du recyclage, les D3E, multimatières, etc. Mhm. Et je me suis intéressé à tout ça, à ces sujets de matériaux. Je m'occupais de la partie marketing, donc ils essayaient justement de toucher de nouveaux clients. Ils travaillaient beaucoup avec des écoles, l'école de Laval, l'école de Sainte-Foy, ou des écoles sur le territoire québécois. Donc je l'ai fait pendant un peu moins d'un an. C'était vraiment un stage d'études. Et à la fin de ce stage, je suis revenu en France. Et je me suis dit, tiens, ce sujet m'intéresse, le sujet du recyclage. Donc j'ai fait un début de licence en développement durable, Ouais. où je n'ai pas trouvé d'entreprise pour faire de l'alternance. Ok. Donc je me suis retrouvé du jour au lendemain dans la rue, seul, sans études, sans travail, Ouais. avec une famille à soutenir, très jeune. Vous étiez déjà papa? Non, Non, famille, famille, parents. parents, frères. Ouais. Famille, parents. Ouais. J'avais 18 ans, 19 ans, donc déjà des grandes responsabilités. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve ma voie, ma carrière. Ouais. Et j'ai toujours aimé une chose, c'est servir les gens. Oui. J'aime ça, Oui. servir les gens, être au service de quelqu'un, être au service d'une entreprise. Et je suis rentré donc par cette envie dans l'hôtellerie, très jeune, qui est sur les grands boulevards, dans le 9e,
l'hôtel Geoffroy-Marie, où je suis rentré comme veilleur de nuit. Et j'ai monté un petit peu toutes les strates, de veilleur de nuit à réceptionniste, jusqu'à être le responsable de l'hôtel. D'accord. J'ai rencontré des clients qui sont devenus parfois des amis, qui venaient du monde. Donc voilà, cette envie de voyager. Et c'est là où je me suis dit, effectivement, j'aime ça. D'accord. Je savais que j'aimais servir. Et maintenant, je savais aussi que j'aimais servir dans mon travail au quotidien. Vous souhaitez reprendre des études quand même ou pas à ce moment-là? Ouais, j'ai fait 2 ans, 3 ans d'hôtellerie. Et au bout de 2-3 ans, j'avais que mon diplôme du Québec. Ouais. Donc là, je me suis dit, si je veux évoluer dans la société, il faut aujourd'hui des diplômes. Donc je me suis dirigé vers le groupe IGS sur Paris, où je suis rentré en licence, en apprentissage. Je travaillais pour une entreprise de Pharma Learning qui faisait de la formation en module d'e-learning. Donc on avait des designers, concepteurs, des équipes pédagogiques. Donc moi je m'occupais plutôt de la partie commerciale et marketing en alternance. Donc j'ai découvert le monde des startups, des French Tech comme on les appelle. C'était bluffant parce qu'on est sur un monde qui est complètement différent de ce que j'ai connu par le passé, qui est l'hôtellerie ou le recyclage ou l'informatique. Là on rentre sur un monde où il faut livrer, il faut produire, il faut livrer, des grosses attentes, des clients en face. Et vous faites un master, c'est ça Et j'ai commencé en licence, donc pour Pharma Learning. Donc je fais 1 an de licence et à la fin de cette licence, je fais un master 1, master 2, toujours pour le même groupe IGS. On retrouve l'American Business School et d'autres écoles. Spécialisé en nouvelles technologies, votre master? Ouais, Big Data, nouvelles techno, marketing digital, école de commerce, vraiment au sens large. Et donc là, pour la partie master, donc je rentre chez Seco. Alors ça, on est en 2015, c'est votre premier job? C'est toujours en apprentissage. En alternance? Toujours en alternance, oui. Et là, pour le coup, je suis à Croissy-Beaubourg, je ne suis pas très loin de chez mes parents. Juste pour indiquer à ceux qui ne connaissent pas Seco, c'est une entreprise qui est dans le secteur du pétrole et du gaz, c'est ça? Oui, oil and gas, traitement des eaux également. Okay. Donc ils sont fabricants. Ils sont basés principalement à Rieti, en Italie. Ils ont une succursale qui est en France, où ils ont ces 2 pôles, où ils vont faire vraiment du gros traitement des eaux pour des gros clients comme Veolia ou des États parfois qataris, émiratis, etc. Moi, ma partie à moi, c'était la partie marketing. Donc je rentre dans un groupe qui est plutôt tout petit en France, très industrialisé, où ils avaient en France des chaudronniers, donc des gens qui tapent sur de la fonte du matin au soir. Et donc moi, je suis arrivé en tant que jeune responsable marketing en alternance. Communication marketing. 2 univers très très éloignés. Donc je suis un ovni dans cet entrepôt où des gens tapent de la fonte, où je sais que mon appareil photo allait prendre en photo pour les communiquer sur les réseaux, faire des vidéos sur YouTube, faire des catalogues des différents services qu'ils avaient, des différents produits qu'ils avaient, faire du référencement, des références, etc. Ça veut dire qu'il y avait une envie et un besoin de la part de la direction quand même à ce niveau-là. Ils se sont dit que ce serait bien d'avoir du marketing à un moment, si on veut croître, si on veut toucher de nouveaux clients, etc. Ils avaient déjà un premier ébauche de marketing, mais qui partait plutôt de l'Angleterre, parce qu'il y avait aussi des équipes en Angleterre qui commençaient à travailler sur ce marketing-là. Et dans les autres pays, pas du tout, dont la France. Donc j'ai lancé un petit peu le marketing pour... voilà, j'étais très jeune et j'ai lancé le marketing pour cette grande boîte, Seco. Donc à la fin de mes 2 années, je voulais rester et le patron m'a dit non, tu vas aller beaucoup plus loin que ça, il faut que tu partes de chez moi. Et je l'ai très mal pris. Alors juste pour résumer, parce qu'on va très vite là, mais sur ces 2 années, communication, marketing, plus exactement, plus en profondeur, vous travaillez aussi sur de la création de visuels par exemple, avec des équipes dédiées, mais vous touchez un petit peu à tout. Je suis seul, il n'y a pas d'équipe dédiée, je suis tout seul. J'ai une responsable. Des prestataires peut-être? Non plus. Non plus? Non, pas de budget. J'ai une responsable qui essaye de faire du marketing, elle qui était très commerciale, voire que commerciale. Donc on la met aussi avec moi dans ce marketing. Donc on doit créer un catalogue. Donc là, on trouve quelqu'un qui est une personne indépendante qu'on doit gérer pour créer un catalogue papier et ensuite digital. Donc on doit prendre toutes les références, on a 50 000 références, prendre les photos une par une. Donc j'apprends à toucher à Photoshop, à InDesign, des choses où ce n'est pas du tout mon métier. Mais vous apprenez. Mais j'apprends, parce que je n'ai pas le choix, il faut le faire. Ça vous plaît? Et ça me plaît, j'adore ça. Et c'est la technologie, et vu que j'adore ce métier de la technologie, je me dis mais c'est génial. Et donc je me passionne pour gérer des sujets de création, de marketing, de contenu. Donc on sort un catalogue, on sort des réseaux sociaux, on sort de la communication, on sort des emailing, on touche de nouveaux clients. Et là je me dis ok, c'est top. On peut from scratch créer quelque chose.
2 années. Qu'est-ce que vous gardez de ces 2 années, de ce premier pas dans l'univers professionnel? Déjà formateur, parce qu'on est jeune, on est encore en école, on veut apprendre, on veut se découvrir, on veut savoir quels seraient les métiers qui nous correspondraient au mieux demain. On n'a pas de maturité. On essaye d'en avoir et c'est le terrain qui nous donne cette maturité. Donc on voit ce qui marche, on voit ce qui ne marche pas, on voit les choses sur lesquelles on se sent à l'aise, les choses sur lesquelles on ne se sent pas du tout à l'aise. Ouais. Tout ce qui va toucher à des choses très administratives, je ne me sens pas du tout à l'aise avec ça. Tout ce qui va toucher à de la créativité, à créer des choses qui n'existent pas, je me sens très à l'aise là-dessus. Donc on se découvre dans le monde de l'entreprise et en y ressortant, on s'apprend soi-même et on commence un tout petit peu, on n'y est pas encore, mais on commence un tout petit peu à s'orienter, à se dire ok, il y a des choses sur lesquelles je peux aller demain, d'autres secteurs d'activité qui ont justement ces sujets de créativité, d'innovation, d'ouverture d'esprit, de clients ou de collaborateurs à l'international. Et on se dit, OK, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Alors, c'est de façon bienveillante, vous le disiez à l'instant, que votre patron vous dit, maintenant, il faudrait que tu prennes ton C'est ça. envol. Ouais. Donc, tu nous quittes, que tu ailles ailleurs, voir d'autres horizons. C'est le cas en 2018, où vous rejoignez BNP Paribas Real Estate, conseil en immobilier d'entreprise. Vous êtes dans les métiers de l'expérience client, dans cet univers de la gestion immobilière. Comment vous décrochez ce job? Par le plus grand des hasards. Ouais. Donc je sors donc de Seco, donc on me dit que je dois aller plus loin que ça, que je fais aujourd'hui à Seco, qui est ce marketing. Oui. Je le prends très mal, je me dis non, je veux rester, je me sens bien dans la boîte, il y a encore des choses à faire. Et on me dit non, tu vas aller encore beaucoup plus loin. Et le patron me pousse à partir. Ouais. Et je comprends que plusieurs années plus tard qu'il avait raison. Et donc là, je me retrouve dans mon petit studio, j'étais à Charenton-le-Pont. J'avais un lit qui me servait de canapé, de tout. Et je suis dessus, et je suis sur mon téléphone portable, je suis sur LinkedIn. Et je scrolle les annonces de recherche d'emploi, une par une. Et je me dis, OK, j'aime le service, j'aime les gens, vraiment. J'aime l'international. Je veux créer, je veux innover. J'ai fait de l'hôtellerie, j'ai fait un peu de service, j'ai fait du marketing avec un petit peu de digital. Donc il faut que je trouve quelque chose qui soit adapté à tout ça. Et alors, comment vous rebondissez chez BNP Paribas Real Et Estate? donc là, sur ce LinkedIn, sur la page de recherche, je fais une page, 2 pages, j'arrive à la 10e page et je vois un post sur BNP Paribas Real Estate, sur leur siège à Issy-les-Moulineaux, où ils recherchaient quelqu'un pour la partie expérience collaborateur. Oui. Qui vient du monde de l'hôtellerie, du service, qui a ce petit côté international, qui aime les nouvelles technologies, créer, innover, etc. Vous cochez toutes les cases. Et là, je me dis, mais c'est mon profil. Et je me dis, OK. Vous répondez à l'annonce, ça fit tout de suite. Ça feed presque en live, puisque quelques heures après, je me fais contacter par les RH de BNP qui me dit je veux vous rencontrer demain au siège. Et donc là, je me rends le lendemain au siège Ouais. et j'arrive dans une tour exceptionnelle à Issy-les-Moulineaux, pour ceux qui la connaissent, le siège de BNP Paribas Real Estate avant qu'il déménage sur Métal 57. Donc, si on revient un petit peu en arrière, donc moi j'ai eu un papa, un chauffeur de taxi, Ouais. qui les week-ends, lorsqu'il avait un peu de temps, nous emmenait mon frère et moi un petit peu voyager au travers de Paris. Donc de mes yeux d'enfant, je voyais ces grandes tours, ces beaux bâtiments haussmanniens, très chics, très beaux, très grands, très lumineux. Je me suis toujours dit, je rêve de rentrer un jour dans ces beaux bâtiments. Moi qui ai connu un petit hôtel, moi qui ai connu des entreprises de recyclage, moi qui ai connu des boîtes de chaudronniers, qui ne sont pas du tout comme nos bâtiments de bureau. Et là, je rentre à l'intérieur et dès les premières secondes, j'ai un coup de cœur déjà pour le workplace. Et je me dis, waouh, il y a des services, on me demande si je veux un café, si je veux de l'eau, on m'accueille, on me reconnaît, il y a un parcours. Alors, qu'est-ce qu'on vous confie comme première mission? Et on me confie, première mission, on me confie du property management. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais. On parle d'IGH, on parle d'immeubles code du travail, on parle de relations avec des institutionnels, des investisseurs, de l'asset management. Ça, vous trouvez ça pas trop sexy? Je trouve ça exceptionnel. Ah oui? Au contraire, je trouve ça exceptionnel, D'accord. puisque j'adore découvrir des choses que je ne connais pas. D'accord. Et là, je me dis, mais il faut que je fasse du porte-à-porte. Donc on est dans cette grande tour à Issy-les-Moulineaux, on a 6 étages, chaque étage a une ligne de métiers différente. Et donc là, je me mets à faire du porte-à-porte pour aller voir des gens que je ne connais pas, pour dire bonjour, je suis Karim Ben Samri, on ne se connaît pas. Mais qu'est-ce que vous faites? Et là, on m'explique. Alors je suis le patron d'une business unit, je gère cette typologie de clients avec des équipes, voilà comment est-ce qu'on opère, voilà ce qu'on gère. Et je fais un petit peu
le tour des bureaux pour rencontrer les différents métiers. Je me passionne par ça et j'ai ce coup de cœur. Et je le sens. On le sent qu'on a ce coup de cœur amoureux au travail. Il y a les papillons. Et les papillons, et là je me dis, je veux faire ce métier. Je veux rester dans ce métier, je veux passer de période d'essai, je veux perdurer, je veux me faire un nom, je veux évoluer, je veux travailler pour ça. Ce que vous faites, puisque vous y restez 4 années. C'est ça, même plus de 4 années pour BNP. Et je fais trois gros projets finalement pour BNP. Donc on lance le sujet de l'expérience client. Donc on est property manager. On se dit on n'a pas suffisamment de contact avec les occupants de nos immeubles. Le contact qu'on a, c'est plutôt avec nos clients, investisseurs, utilisateurs d'immeubles. Très peu avec l'occupant. Donc comment toucher, nous, property manager, l'occupant d'un immeuble pour parler de ces sujets, de la qualité de vie au travail. Comment fait-on pour voir nos actions? Le métier d'un property manager, il est ultra impactant, puisque hormis de gérer le bâtiment, un budget de charge, on va gérer aussi la relation entre l'immeuble et les prestations qui ont lieu sur les parties communes. Sans le property manager qui fait correctement son travail, les plantes ne seront pas correctement entretenues, la sécurité ne serait pas à la bonne place, l'accueil ne serait pas correctement fait, etc., etc. Donc le rôle du property manager, il est ultra stratégique quand on parle de workplace et de bâtiments de bureau. Donc ça, c'est une première mission. Donc l'expérience client, donc on met en place des parcours, on met en place des nouvelles technologies. Donc là, je rencontre des PropTech, des property technologies. Ouais. Ces startups qui mettent en avant des solutions innovantes. Je rencontre beaucoup, des WeMaintain, des Nexia, des Fidencio, des Witco, qui ont des solutions qui sont ultra impactantes pour le workplace, qui ont du mal à l'époque à se faire connaître, à toucher des clients. Moi qui suis... Ça, c'est votre curiosité qui fait que... Ouais, c'est ma curiosité. Ouais. Parce qu'en plus de rencontrer mes collègues, je rencontre aussi ces futurs partenaires sur lesquels on va travailler ensemble pour créer des solutions clés en main pour nos clients, parfois en marque blanche. On crée des marques, on crée des logos, on crée des visuels, on crée, j'ai dit juste avant, des parcours. Comment est-ce qu'on va accueillir un collaborateur? Comment est-ce que je vais accueillir un visiteur? Qu'est-ce que je mets en place? L'objectif derrière tout ça, c'est que le collaborateur se sente bien au travail. De quoi vous êtes le plus fier finalement sur ces 5 années chez BNP Paribas? Plus fier, c'est d'avoir mené déjà plusieurs projets. Donc il y a ce projet de l'expérience client. Ouais. On a touché pas mal de clients. On a créé des parcours utilisateurs sur lesquels on venait dans un immeuble qui avait des services déjà définis. Oui. Et nous, lorsqu'on est arrivé, on venait auditer ces services pour repérer ce que j'appelais moi des pain points, des points de douleur, pour dire attention, ce service peut être différemment. Pour des questions de process, d'emplacement, parfois même d'humains, de gens dans leur positionnement. Donc on créait ce livrable qui permettait à la fin à notre client de se dire « Ok, j'ai les clés pour modifier la vision aussi bien stratégique qu'opérationnelle de mon immeuble ». Et ça marchait bien, et ça marche encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, lorsque je suis venu, on en parlera après, dans mes nouvelles missions, c'est quelque chose que je continue de faire, puisque ça parle aux clients. Qu'est-ce qui fait que vous passiez en 2022 chez CBRE, Global Workplace Solutions? C'était mes 4 ans et demi auprès de BNP. Ouais. J'avais ces trois projets. Donc on a parlé beaucoup de l'expérience client. J'ai fait un projet qui s'appelle PDI, Property Data Insight, avec Shongor Choukas, qui est actuellement le président aussi bien de BNP ROPM que de la Proma, sur lequel on a travaillé sur la data qu'on avait au Property Management. Donc là, on rentrait sur les sujets de la technologie. Ouais. Dont je parlais juste avant, on met en place une plateforme qui permettait à nos clients de savoir quelle est leur position de leur bâtiment par rapport à la concurrence autour. Il y a un troisième projet sur lequel j'ai bossé qui était de l'hospitality management. Donc on était en 2020, on commençait à peine à parler de l'hospitality management. Donc là, on rentrait dans mon premier métier, l'hôtellerie, qui était à faire rentrer ces codes de l'hôtellerie dans du tertiaire, c'est-à-dire dans l'immobilier. Comment est-ce que je vais percevoir, apercevoir, comprendre, prendre un collaborateur, un client, un visiteur, quel est son parcours, qu'est-ce qu'on retient de son passage dans un bâtiment de bureau, quelle est l'image que moi, marque employeur, je veux faire laisser à la personne qui vient me visiter. Qu'est-ce qu'il retiendra? Qu'est-ce qu'elle retiendra? Et donc là, c'est plusieurs codes là-dessus sur lesquels on va travailler, des parcours. Il y avait beaucoup à faire quand vous êtes arrivé? C'est du micro-détail. Et en fait, on n'est que sur le micro-détail, on ne le perçoit pas. Mais on sent que quelque chose a changé. Les collaborateurs de BNP me disaient « Karim, je n'arrive pas à comprendre ce que tu as changé, mais quelque chose a changé. » Et c'est là où on voit que ça a marché. Donc c'est ça qui est beau. Mais c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de process, c'est beaucoup de routine, de rodage. On teste parfois. Des fois, on dit que ça va marcher, mais ça ne marche pas du tout. J'ai plein d'exemples en tête sur des projets que j'ai lancés où j'étais convaincu. Les bureaux de la colline de Saint-Cloud, qui est ce grand bâtiment lorsqu'on est sur le périph', etc., où j'ai créé un service qui s'appelle Ding, comme la petite cloche, Ding Ding. Donc on s'est associé avec Nexia, Fidencio, on a créé des casiers connectés comme Amazon. Nexia pour la partie expérience collaborateur, BNP, donc moi, pour la partie pilotage, chapeautage.
Et on s'est dit, bah, tiens, on va recevoir ces 5000 collaborateurs des bureaux de la colline de Saint-Cloud en les accueillant différemment, en leur proposant des services de conciergerie innovants, avec des casiers connectés pour recevoir ces colis, etc. Tous les services de conciergerie. Donc je me suis dit, bon, sur 5000 collaborateurs, avec une présence sur site d'environ 1500 par jour, on va au moins en toucher 10-20%. Pas du tout. À peine 2%. Pourquoi? Pas la bonne population, pas le bon lancement, pas les bons propriétaires en face. Donc on était sur des copropriétaires, des gens qui étaient aussi bien propriétaires de places de parking que de petites surfaces ou de grandes surfaces de bureaux. Donc pas la même sensibilité. Trop innovant, pour le coup. C'est là où j'ai appris beaucoup dans l'immobilier. C'est que je suis quelqu'un de très innovant, mais on ne peut pas être trop innovant. Parce qu'on rentre dans ces sujets de la conduite du changement. On ne peut pas arriver du jour au lendemain avec une solution 5 étoiles, très waouh, très digitale. Peut-être arrivé un peu tôt, quoi. Un peu tôt. Aujourd'hui, ça commence à se faire. Mais c'est 5 ans après. Ce que je me rends compte aussi, c'est que nos métiers de l'immobilier, au sens large, sont avant tout humains. Il faut ce contact. C'est ce que vous aimez aussi. J'adore ça. Et mon rêve aurait été au quotidien d'être en contact des gens. Ouais. Voilà. J'ai une casquette qui est quand même plutôt aujourd'hui commerciale, stratégie, organisation, pilotage. Mais mon plus grand souhait, c'est de passer le plus de temps avec des gens comme vous, Alexandre, comme n'importe qui, et de se dire, OK, on va échanger, on va faire de l'humain, on va faire des choses très concrètes. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de ces années-là? Vous avez parlé de cet échec-là sur les bureaux de la colline à Saint-Cloud. Si vous deviez ressortir un projet que vous avez mené qui vous rend le plus fier? L'Hospitality Management, donc c'était ma troisième casquette. Ouais. Donc on a lancé ce pilotage au siège, à SC Moulineaux pour BNP. De l'Hospitality Management, on a réussi ensuite à le lancer dans le groupe BNP Paribas. Eux qui avaient jusqu'à maintenant des gestionnaires plutôt classiques. On a mis en place cette stratégie de l'Hospitality Management. Donc le groupe l'a compris, le groupe bancaire, pas le groupe immobilier, le groupe bancaire l'a compris. Donc eux aussi ont commencé à mettre en place des Hospitality Managers pour justement rapprocher le service de l'humain. Ça, c'est chouette. Ouais. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On le retient et ça peut être aussi un exemple pour d'autres environnements de travail. Ouais. Et d'ailleurs, vous quittez et vous rejoignez donc Ereas. C'était en juillet 2024. Vous y êtes toujours Head of Hospitality. Et là, un nouvel environnement, un nouveau secteur, de nouvelles missions. Ouais, très nouveau. Dans le parcours entre BNP et Ereas, il y a eu CBRE, on l'évoquait rapidement. CBRE, j'ai pris le pilotage de la partie Facilities sur le compte de Google, donc du campus de Google, le client Google. Donc moi qui suis fan de tech, c'était juste la plus belle expérience que j'ai vécue dans ma carrière de l'immobilier. C'était Disneyland Paris. C'était le vrai Disneyland Paris. On avait pléthore de services offerts aux collaborateurs et aux prestataires, XXL, etc. Donc voilà. Donc Google pour moi a été une expérience qui a été marquante. On s'inspire beaucoup des Américains à ce propos? On devrait parfois. On devrait parfois pour la vision qui est plutôt industrielle, qui vaut, je pense, pour des propriétaires ou utilisateurs qui ont ce que j'appelle moi des patrimoines, des portefeuilles d'immeubles. Lorsque je suis un grand acteur, un acteur du CAC 40 souvent, et que je vais avoir 10 bâtiments, comment je réussis à mettre en place ma stratégie de marque employeur sur 10 bâtiments? Comment est-ce que je réussis à l'industrialiser? La complexité aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a trop de prestataires parfois. On peut avoir 5-6 prestataires différents d'accueil. Donc on passe 5-6 messages différents. Donc les services généraux sont de plus en plus contraints à répéter et à répéter et à répéter. Avec le risque que ça comporte. Voilà, et c'est là où moi je vais intervenir pour les accompagner et leur dire OK, laissez place à ceux qui ont l'habitude de le faire pour rationaliser, pour industrialiser, pour processer, pour que votre marque employeur soit correctement véhiculée pour vos collaborateurs, mais aussi pour vos visiteurs qui doivent repartir de chez vous avec le smile et se dire OK, je sais où j'ai mis les pieds. Quelles sont les autres missions qu'on vous a confiées en arrivant chez Ereas? Chez Ereas, principalement, c'était de revoir ce modèle de l'hospitalité que j'ai commencé à mettre en place, donc maintenant presque 8 ans, pour BNP. On s'est aperçu d'une chose à Ereas, c'est que le métier de l'hospitality, aujourd'hui, était trop, voire très axé, occupant dans le sens hôtellerie haut de gamme, premium. Et on a oublié l'essentiel, c'est qu'on est sur des bâtiments de bureaux du tertiaire. Et dans des bâtiments de bureaux du tertiaire, on a des obligations légales, qui sont des contraintes réglementaires, décret BAC, décret tertiaire, ma consommation d'énergie, qui vont être également mes obligations en termes de vérification technique, mes moyens de levage, mon ascenseur, mes points d'ancrage, ces obligations qui sont légales. Personne ne peut y déroger. Donc on les met souvent de côté et on ne parle que de services à l'occupant, que d'hôtellerie. Donc nous, on arrive avec un mindset qui est très immobilier pour dire on est avant tout, nous, des property managers. On est des gestionnaires de bureaux depuis toujours. On sait gérer un bureau
Et maintenant, en plus de savoir gérer un bureau, on sait gérer de l'humain. Donc, Ouais. on sait venir chez vous, dans votre bâtiment, pour faire ce lien qui n'existe pas aujourd'hui. Donc, on est sur un nouveau métier, qui est ce gestionnaire d'hospitalité, qui vient remettre à plat toutes les prestations d'un immeuble, qu'elles soient techniques ou servicielles, donc avec ce double mindset. Et lorsqu'on vient dans le bâtiment, on ressent une réelle différence. Est-ce que vous vous appuyez beaucoup sur l'intelligence artificielle? On peut et on doit. Vous le faites aujourd'hui suffisamment? En tout cas, non, moi je le fais personnellement, l'entreprise le fait aussi, puisqu'on est pour le compte de tiers, donc on a beaucoup de clients différents, on a beaucoup d'immeubles, beaucoup de mètres carrés, beaucoup de data aussi. Cette data aujourd'hui elle nous sert principalement pour des reporting clients qu'on va cumuler, les RMA, les relevés mensuels d'activité, sur encore une fois mes consommations, combien que je consomme d'électricité, de mètres cubes d'eau, combien de clients je vais recevoir, de visiteurs, de colis, ma volumétrie, etc. Et cette data dont on dispose, aujourd'hui, elle n'a pas été suffisamment profonde. Profonde, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de corréler cette data entre une data qui vient de la conciergerie, de l'accueil, de mon technicien, de mes bons d'intervention, de mes rapports techniques. On peut être capable aujourd'hui, grâce à l'IA, de croiser cette data pour avoir des cas d'usage très concrets. Est-ce que je dois libérer des plateaux grâce à la data? Aujourd'hui, on met des capteurs, sauf que finalement, on a un dashboard, on a du mal à aller sur ce dashboard, à le consulter, donc on demande aux prestataires de nous faire des retours. Donc aujourd'hui, on a des solutions qui sont par l'IA, de se dire, OK, déjà, est-ce que très simplement, est-ce que mes contrats sont bien respectés? Est-ce que mon bâtiment est bien piloté? Est-ce que je consomme bien ou trop? Est-ce que je paye bien ou trop de services? Et est-ce que j'ai suffisamment ou pas assez de mètres carrés? Et donc là, grâce à cette data et l'IA, on a des réponses extrêmement concrètes. J'en ai fondé un club qui s'appelle le club de l'IA Real Estate sur LinkedIn. On a environ 400 membres aujourd'hui. Ok. On anime tous les 2 mois des conférences pour prendre ce sujet en main pour l'environnement de travail, mais pas que, parce qu'on va parler aussi à des clients qui vont être des asset managers, qui vont être des property managers, des facility managers, sur lesquels on remet à plat ce sujet de data et on se dit, OK, avec la data dont on dispose aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire demain grâce à l'IA? En parallèle, vous êtes associé au sein de Team for the Planet. Qu'est-ce que c'est? Team for the Planet, c'est une association qui vient justement aux projets qui vont toucher au développement durable. La grosse force de Team for the Planet, c'est que ça va également toucher à des programmes qui vont être autour de la technologie écolo, la technologie que moi je vais appeler verte. Le positive banking, par exemple, comment est-ce qu'une banque peut justement reverser des fonds pour replanter des arbres, des choses très concrètes, très factuelles. Donc ça fait partie des nombreuses. Donc là, c'en est une que vous savez qui est Team for the Planet. Mais en tout cas, mon envie, c'est de faire comprendre 2 messages. C'est qu'on peut aujourd'hui être dans la technologie sans forcément polluer. Aujourd'hui, quand on parle d'IA, justement... C'est compliqué. 3000 requêtes de ChatGPT, c'est 5 stacks cachés, voilà, c'est beaucoup de choses. Mais aujourd'hui... Les data centers, on en parle. Qui prennent de plus en plus de place, mais si on prend un peu de recul, on a les gros, on parle beaucoup de NVIDIA en ce moment. Oui. Les nouvelles puces NVIDIA aujourd'hui vont être 30 fois plus performantes pour 5 fois moins de consommation énergétique. Donc on arrive justement à réduire cette consommation énergétique. On a un besoin aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup trop de data qui traînent un petit peu sur nos serveurs, nos bases de données, nos ordinateurs. On doit utiliser cette data à bon escient pour nos clients, pour avoir des cas concrets très précis. Mais on doit aussi être vigilant sur cette partie, effectivement, qui est la planète et l'écologie. Est-ce que vous avez une passion dévorante pendant vos temps libres? Oui, j'essaye. Laquelle? Alors, depuis l'âge de peut-être 12-13 ans, je me suis passionné, je le suis encore, pour la guitare électrique. Ok. J'adore la guitare, je suis très rock'n'roll, très métal. Donc, donc dès que j'ai un petit peu de temps, je viens gratter la guitare. Vous avez un groupe? Non, je suis tout seul dans ma chambre, je dérange tous mes voisins de ma copro parfois. Ça veut dire que vous aimez la musique, vous allez J'adore ça. pouvoir répondre facilement au questionnaire de pivot que j'ai revisité et qui va nous permettre de vous découvrir autrement. Et on commence avec votre mot préféré, Formidable. comme à la télé. Formidable, c'est qui? Jean-Pierre Foucault? C'est ça. Ouais. C'était Philippe Gildas avec qui j'ai bossé. Qui disait Voilà. formidable. Ou Stromae, qui en a fait de musique. Votre chanson préférée? Nothing Else Matter de Metallica. Oui, vous êtes sur du rock metal, effectivement. Ouais, très métal. Votre drogue favorite? Ma drogue favorite, le sucre. Plus que la musique? Autant que la musique, au plus grand détriment de mon médecin. Ah, vous êtes fit comme ça. Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
j'en dis peu, j'aime pas ça. Allez, zut. Oh, zut. Ça parce qu'on est filmé. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Léon Marchand. Léon Marchand et ou un monument, Notre-Dame, hein, parce qu'on est en plein dedans en ce moment, De donc Paris. la Renaissance de Notre-Dame. Donc voilà. Votre chanteur, chanteuse ou groupe préféré? Plusieurs, hein, ça va de Scorpion, Iron Maiden, j'ai parlé de Metallica. Voilà, je reste dans le contexte metal rock. Un métier que vous n'auriez pas aimé faire? Plombier. Le film dans lequel vous auriez aimé jouer? Un Star Wars. Je suis un grand fan de la trilogie Star Wars. Ouais. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire? J'aurais voulu qu'il dise qu'il va guérir ce monde. Merci Karim. Merci Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis sur News Workwell. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. DEIA est heureux de vous présenter l'émission Parcours. DEIA, partout où la technologie crée de la présence et du lien.